Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo consacrée à la pleine lune de ce 5 février. Pleine lune donc avec le soleil dans le Verseau et la lune dans le Lion en face. La particularité de cette pleine lune, c'est qu'elle fait un magistral carré à Uranus. Donc c'est Uranus qui est sous, je dirais, le feu des projecteurs, qui est un peu la vedette de cette pleine lune. Parce que aussi Uranus maîtrise le signe du Verseau dans lequel se trouve le Soleil. Et le Soleil, eh bien, c'est le maître du Lion, c'est le maître de la Lune. Donc ici, on a cet Uranus qui est toujours conjoint au nœud nord, qui balaye le signe du Taureau et qui rentrera dans le signe du Bélier le 17 juillet prochain. 17 juillet prochain au moment d'une lunaison dans le signe du Cancer. Signe du Cancer qui va avoir aussi toute son importance et je vais développer pourquoi. Alors Uranus, pour celles et ceux qui suivent mes capsules vidéo et qui notamment ont pris le temps d'écouter la dernière, j'ai expliqué un petit peu sa fonction. Sa fonction assez prophétique finalement. Uranus, c'est vraiment la planète qui a le don de prévisualiser, de prévoir, d'avoir une lecture objective, mathématique, logique, rationnelle, de ce qu'il peut advenir, de ce qu'il pourrait advenir donc dans le futur, par rapport à ce qui est en cours. Donc quand on a un Uranus bien vécu dans son zodiaque, bien intégré, c'est qu'on a aussi bien intégré Saturne. J'avais donné l'allégorie de Janus, le dieu aux deux visages, voire même aux trois visages, en expliquant que Saturne regarde derrière, regarde le passé, et Uranus, lui, regarde le futur, regarde devant. Tandis que Mercure, lui, essaie de regarder, essaie de comprendre, d'analyser ce qui est en cours. Ce qui est en cours est le produit d'un enchaînement logique de causes et d'effets qui ont eu lieu dans le passé. Et ça, c'est Saturne. C'est pour ça qu'on rattache Saturne à tout ce qui concerne l'histoire. On dit que c'est le karma parce que la définition ou la traduction française, européenne du mot karma, qui est un terme sanskrit, signifie tout simplement, en effet, histoire. Historique. Donc Saturne est un peu la bibliothèque mémorielle de notre histoire, de notre passé, qui a produit ce qui est en cours. Quand je parle d'Uranus en tant que prophétie, c'est une prophétie rationnelle. C'est pas de l'ordre de la magie et du pur hasard. Non. Il y a des coïncidences qui sont liées, intimement liées, à la production de causes et d'effets. Donc Uranus nous projette dans de possibles futurs. Ces possibles futurs sont déterminés ou prédéterminés par ce qui est en cours. Ça veut dire qu'il nous est invité ici de véritablement focuser sur les fonctions uraniennes et donc sur ce qui pourrait advenir dans les futurs qui se dessinent par rapport à une situation présente, incarnée par Mercure ici, qui fait conjonction à Pluton. Mercure dans le Capricorne, donc, qui nous invite, puisqu'il est sous la gouverne de Saturne, qui nous invite à regarder justement notre passé, notre histoire. À la fois l'histoire en cours, qui donc a été produite, qui est la résultante d'enchaînement de causes et d'effets passés. Et on voit que Saturne aussi est dans le signe du Verseau, il est dans le signe d'Uranus. Vous voyez, en fait, en ce moment, il y a un lien très manifeste entre ce qui est en cours, qui a été produit par un passé, tout est un passé historique,
et aussi donc ce que ce passé qui a produit une situation en cours pourrait produire dans le futur. Donc il nous est demandé ici d'interroger véritablement notre histoire et d'y aller profondément avec Pluton. Pluton est une planète décompensatoire. C'est une planète aussi de délivrance, on a tendance à l'oublier. Car en décompensant de ce que nous avons refoulé dans nos mondes intérieurs, elle nous délivre aussi. Maintenant, bien sûr, reste à savoir qu'est-ce que nous décompensons avec Pluton. Une mécanique décompensatoire pulsionnelle et ou compulsionnelle selon le postulat freudien. Qu'est-ce qu'il va se décompenser, qu'est-ce qu'il va se libérer quand Pluton va rentrer dans le Verseau, ici, à partir du 23 mars, en tout cas pour sa première incursion dans ce signe, qu'est-ce qui va se libérer de nos natures humaines, nature humaine profonde, nature qui justement ont refoulé par souci de conformité et d'obéissance et d'obédience à des paradigmes socio-culturels, socio-économiques, socio-éducationnels. Parce que le Verseau est un signe, je le rappelle, de libération et d'affranchissement. Hein, on s'affranchit, on s'autonomise. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui va se produire dans cette délivrance? De quoi allons-nous être délivrés? Ou qu'allons-nous délivrer de notre nature première, profonde? Donc par rapport à ce double ou triple regard porté sur l'existence et le sens de l'existence, d'un point de vue personnel avec le lion, comme d'un point de vue collectif. Le personnel, le moi, l'ego, intégré dans le dessin, les projets collectifs. Donc par rapport à ce double regard que nous propose cette pleine lune, il nous est demandé de prendre conscience de toute cette histoire, de toute cette trame historique qui nous a amenés à ce présent. Et quand je dis en prendre conscience, c'est-à-dire d'évaluer toute la palette, toute la géographie de cette histoire. Et donc d'en tirer une sorte de bilan, une sorte d'expérience. Et cette expérience invite à ce que les Grecs appelaient la phronésis. La phronésis oppose un peu à l'hubris grec. L'hubris, c'est un peu la folie des grandeurs, c'est la démesure, ce sont les excès de démesure même. Alors que la phronésis, bien, c'est le contraire. La phronésis, justement, c'est ce que nous propose cette lunaison. La phronésis, c'est un mélange de sagesse, de prudence, de modération. C'est aussi la sagacité. Alors la phronésis ne se limite pas à la pensée. Elle se déploie également dans chacun de nos gestes quotidiens. Une fois qu'on a réussi à atteindre cet état de compréhension très fine de la nécessité d'atteindre ce degré de perspicacité qui permet du coup d'avoir une attitude assez juste, assez équilibrée, entre en effet la compréhension de toute une trame, toute une genèse historique passée, qui se manifeste dans ce qui est en cours de notre existence, et qui donc peut tout à coup, avec cet Uranus, projeter, dessiner des futurs. Cette pensée, cette réflexion, cette phronésis invite, avec cette lunaison, à interroger notre histoire et à être très prudent, à être très conscient, très vigilant par rapport à ce que cette histoire pourrait donc projeter dans le futur. Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité brûlante en ce moment. On est tous un petit peu suspendus par rapport à ce conflit ukrainien, comment ça peut basculer.
Évidemment que tout peut aller dans un sens comme dans l'autre. On peut dire que les parties belligérantes soufflent activement sur les braises et que, hélas, il y a très peu, très très peu, en tout cas pas assez de voix, justement, de la phronésis capable de dire attention, attention, ne recommettons pas les erreurs du passé. Parce que, bien justement, l'expérience saturnienne, hein, et l'expérience de la Lune aussi, qui nous invite à interroger nos mémoires passées, nos mémoires généalogiques, historiques, claniques, tribales, familiales, pour comprendre comment les choses ont pu déraper et, hélas, s'embraser. Ce qui se passe aussi, c'est que, comme c'est un carré, vous voyez, avec Uranus, qui est quand même une planète qui amène des coupures, en plus avec le carré, qui rompt avec certaines attitudes. Je pense pour moi, et c'est dans l'air du temps, j'en ai parlé longuement pendant ces 3 ans, qu'il y avait comme une sorte de fracture entre bien une horizontalité, une verticalité des pouvoirs pyramidale, c'est-à-dire les élites qui nous gouvernent, les dirigeants, et les peuples, la population. Les peuples, c'est incarné par la Lune, bien sûr, aussi par Saturne, c'est incarné par le signe du Cancer et le signe du Capricorne. Donc il y a une fracture entre, finalement, ce que les peuples désirent, veulent, et les décisions qui sont prises en haut lieu, qui sont, d'après cette carte, de plus en plus, et on le constate, totalement hors sol. On a une classe dirigeante totalement hors sol, et eh bien, une citoyenneté, les citoyens, que nous sommes, divers et variés, qui ne se reconnaissent pas plus, de moins en moins, dans cette classe dirigeante. Et donc il y a des décisions qui sont prises en haut lieu, tandis que les peuples, eux, ne suivent pas. Les peuples obéissent parce qu'on les contraint d'une manière légale à travers la loi, on les contraint à obéir, mais finalement, politiquement, philosophiquement, sensiblement, ils ne sont pas vraiment d'accord et pas unanimes avec les décisions qui sont prises par les gouvernants. Et d'ailleurs, je pense que les gouvernants, incarnés ici par ce Saturne, ce pouvoir-là saturnien, cette toute-puissance saturnienne, sentent bien qu'il y a un hiatus profond entre ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, ce qu'ils incarnent, et la population, les citoyens, le peuple. Et le sentant, en fait, un peu à la manière du chant du cygne, eh bien, ils essaient de maintenir une certaine autorité, mais justement en utilisant un peu la contrainte. Cette autorité sait très bien qu'elle ne fait pas du tout l'unanimité, qu'elle est contestée. Donc elle s'impose par la contrainte légale. Et en fait, cette imposition de contrainte par la légalité, par les règles de loi, les règles de droit, c'est déjà montrer une déliquescence, un désaveu des populations. On le voit aussi au moment de la défection des urnes, des scrutins. Ça fait longtemps que les abstentions sont fortes, mais là ça atteint des sommets, à se demander d'ailleurs si finalement les scrutins qui auront lieu dans les années qui viennent vont pouvoir être validés. Tant l'abstention, à mon avis, sera de plus en plus importante, et pourra peut-être même être supérieure en termes de pourcentage au suffrage exprimé. Donc ça remet en question totalement nos institutions, nos valeurs instituées, et je pense que d'ailleurs, tout ceci précipitera le déclin de nos institutions, à la fois françaises, et à mon avis, je pense, assez rapidement, de l'Union européenne. Et ce que nous dit cette pleine lune, c'est que
Ok, les classes dirigeantes soufflent sur les braises et on entend de part et d'autre majoritairement des discours va-t-en-guerre. Quand je dis une classe dirigeante aussi, avec tout un environnement d'intellectuels, de penseurs, etc. Tandis que bah, la population, elle, ne suit pas du tout. Nous sommes dans un monde aujourd'hui d'échanges multimodaux, même si, bien sûr, que le risque de d'hystérisation patriotique, d'hystérisation partisane est là. Toutefois, justement, si on en revient à cette phronésis grecque, on peut retrouver de la modération, de la mesure, et se dire, mais bon sang, attention, quelle idée d'aller se guerroyer les uns les autres. Enfin, je veux dire, si ça devait en arriver là. Ce qui est dans le ciel en cours en ce moment, c'est ça. Mais, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, et en effet, il y a quand même des risques d'embrasement, des risques de basculer totalement dans, en effet, des postures idéologiques qui tout à coup, et ça c'est Pluton qui ramène ça à la surface, qui tout à coup pourraient rejaillir. Et hélas, de nouveau, ensauvager le monde. Pluton, dans sa mécanique décompensatoire, en effet, peut libérer aussi des vieux fantômes idéologiques que nous avons en nous et qui sommeillent encore en nous, et donc nous opposer les uns les autres. Pluton, c'est la boîte de Pandore. Donc, effectivement, si on ouvre la boîte de Pandore et que on se laisse embarquer par tout ce qui sort de la boîte de Pandore, on se laisse diriger, hypnotiser, c'est un petit peu le message de ce Mercure-Pluton. Alors, effectivement, attention, parce que là, en effet, on pourrait repartir, encore une fois, dans des choses qui ont eu lieu par le passé. Et alors là, justement, il faut rester très concentré, très vigilant. C'est aussi le message de Mercure-Pluton. Hein. Mercure-Pluton, c'est l'inspecteur Colombo, l'inspecteur qui va être capable de déjouer les stratèges, les choses un peu cachées, justement la capacité d'analyser nos parts d'inconscient collectif qui sont les moins nobles, en tout cas qui sont les plus sauvages, mais du coup une sauvagerie, une déferlante de sauvagerie complètement folle et absurde. Parce que en effet, Pluton délivre, Pluton c'est la délivrance, mais de quoi Pluton nous délivre-t-il? Et qu'est-ce que nous délivrons également de nous-mêmes au monde? Hein? Nous pouvons nous délivrer avec Pluton, c'est clair, nous délivrer de beaucoup de choses qui nous encombrent. Nous délivrons nous-mêmes des choses, de notre ténèbre intérieure. Alors c'est nécessaire aussi de regarder remonter à la surface toutes nos parts inavouables, tous nos fantômes, c'est hyper important, je vous le dis, avec Pluton, de ne pas refouler, parce que c'est la seule solution justement, d'avoir le courage de se regarder en face, et de regarder en face que nous ne sommes ni tout blanc ni tout noir, nous sommes un peu des deux, nous avons tous des parts obscures, hein, c'est comme je le répète souvent avec la métaphore Star Wars, nous avons tous en nous des parts obscures de la force et des parts lumineuses de la force. La seule solution pour pouvoir trouver justement cet équilibre et cette phronésis, c'est d'avoir le courage et l'honnêteté de tomber ses propres masques et de reconnaître qu'effectivement, nous avons des parts sauvages, des parts obscures en chacun de nous, de les laisser se manifester de manière à pouvoir justement s'en défaire et s'en délivrer. Et c'est pour ça que Pluton est rattaché à la psychologie des profondeurs, parce que la psychologie des profondeurs permet d'aller justement inspecter à la manière de Colombo, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de ses mémoires, de ces inconscients qu'on a refoulés, et bien toutes ces parts, tous les cadavres qu'on a mis dans le placard. Et donc c'est une des conditions sine qua non de pouvoir retrouver une forme de sagesse
pratique, hein, c'est ça la phronésis, selon Aristote qui a développé ce concept, qui est une sagesse très stoïcienne. Hein. Le stoïcisme, c'est vraiment une philosophie pratique, une philosophie du quotidien. Ce n'est pas qu'une idéation d'us et coutume, d'habitude, c'est un concept philosophique pratique qui doit s'appliquer dans sa vie quotidienne. Alors, évidemment, tout ceci est quand même mis en tension, parce que les aspects de carré sont des aspects de tension, ce sont des aspects de défi. Nous avons des défis civilisationnels à relever, à nous de nous retrousser les manches, à nous d'être dans la pratique, hein, dans la praxis. Nous avons également Vénus qui fait carré à Mars, donc quelque chose ici qui invite cette Vénus poisson, c'est-à-dire très idéaliste, très rêveuse, très romantique, de croyance surtout qu'elle va faire sa conjonction à Neptune, et d'être beaucoup dans l'espérance, beaucoup dans une forme de pensée magique. Le carré à Mars, surtout dans le signe des Gémeaux, dit à Vénus, justement, là, il faut sortir de ces postulats de pensée magique, que ça va suffire à changer la donne, à changer les choses. Mars, qui est une planète active, pratique justement, de mise en action, hein, et surtout dans le signe des Gémeaux, qui est un signe aussi très concret, c'est un signe mercurien. Donc on voit que Mercure est dans le Capricorne, conjoint Pluton. Donc ici, il n'est pas question de se laisser enfumer, de se laisser empapaouter par des croyances. Cela ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être mu par un idéal. Mais cet idéal ne doit pas rester au stade d'idéal. Il doit être dans une pratique, dans une sagacité quotidienne, dans une réalité. Vous voyez, hein, le Capricorne, c'est un signe de réalisme. Se fondre dans ses rêveries, se fondre dans ce monde un peu, entre guillemets, de bisounours, si je puis dire. C'est un peu ça, hein, Vénus-Neptune en poisson. C'est vrai que c'est un petit peu... alors c'est très beau, c'est très joli sur le papier, voilà, c'est un petit côté un peu conte de fées, un peu... on a envie de croire que il suffirait d'espérer, de penser, de prier, de méditer pour que tout change. Mars ici en carré dans les Gémeaux dit non, en tout cas ce n'est pas suffisant. Voilà. On peut en effet s'adonner à ce genre de pratique, bien sûr, mais si ce n'est pas suivi d'actions concrètes dans son quotidien, hein, le Gémeaux c'est un signe de quotidienneté, hein, c'est un signe de tous les jours, d'ici et maintenant. Si les espérances, si les prières, les méditations, bref, tous ces exercices-là de pensée positive, très New Age, ne sont pas suivis d'actions simples, dans son quotidien, concrètes, eh bien en fait, c'est peau de balle et balai de crin. Donc c'est ce que nous disent les aspects. Sinon, le côté un petit peu bonimenteur de Neptune et de Jupiter fait qu'on va se laisser séduire par de douces rêveries. Et malheureusement, il y a des personnes malhonnêtes qui profitent de ces croyances, du fait qu'on se laisse bercer de douces illusions, pour appuyer encore plus dessus, de ne pas se laisser embarquer par la passion. La passion nous rend passifs, elle ne nous rend pas actifs. Elle nous laisse nous subjuguer par nos émotions, par un émotionnel débordant qu'on ne maîtrise pas et qui peut effectivement nous conduire dans des réactions totalement disproportionnées, totalement déconnectées d'une véritable réalité objective. Et nous entraîner, tel le joueur de flûte de Hamelin, malheureusement à notre perte. Donc revenir à la phronésis et être dans quelque chose de concret, de pratique, d'incarnation dans son quotidien, de la manière la plus simple possible, de manière justement à ne pas se laisser séduire par l'espèce de doux chant des sirènes, et donc de basculer dans
dans un monde d'illusions. Et aussi parce que c'est ça, hein, Vénus-Neptune, dans la foulée de la séparation de la conjonction à Jupiter, Jupiter-Neptune, c'est d'être dans un optimisme béat, tandis que la réalité est tout autre. La réalité des faits, avec l'objectivité des faits, avec le factuel. Donc rester dans une objectivité de situation, de rester très conscient de ce qui se passe, de mobiliser aussi son attention sur l'histoire, sur ce qui s'est joué dans les histoires passées, afin de ne pas repartir, de ne pas remettre en scène les écueils de nos histoires passées, et d'avancer vers cet Uranus, hein, ces nouvelles terres, ce nouveau monde, vers de nouvelles possibilités, de nouveaux systèmes de valeurs, vers plus, en effet, d'horizontalité des consciences, d'horizontalité des pouvoirs, de responsabilisation, d'adultisation. Uranus, c'est celui qui s'affranchit justement de l'autorité saturnienne, de l'autorité patrilinéaire. Ça vaut également pour l'autorité ou une autorité matrilinéaire, puisque la Lune va opposer, dans les heures qui vont suivre cette pleine Lune, à Saturne. Et en ce qui concerne l'autorité matrilinéaire, on peut imaginer à qui ça peut faire référence pour la France, mais aussi au niveau de l'Union européenne, au niveau de la Commission européenne. Débarrasser, délivrer, hein, avec ce Pluton, une bonne fois pour toutes, de nos vieux archaïsmes territoriaux, hein, la territorialité représentée par le signe du Cancer, représentée par cette lune, ce sentiment d'appartenance à un territoire, un pays, une nation, qui est somme toute tout à fait naturel, mais si nous restons prisonniers, enfermés dans ces postures comme ça idéologiques liées à ce sentiment territorial et de défense de cette territorialité avec tout ce que ça inclut, hein, du patrimoine socio-culturel lié à cette territorialisation existentielle, alors en effet nous risquons de nouveau de partir dans des affrontements. C'est comme ça que naissent les guerres. D'autant plus que la Lune Noire a longtemps séjourné à la fin du signe du Cancer, donc à opposer à Pluton. Cette Lune Noire, vous la voyez, est dans le Lion. Elle va passer très vite dans le Lion pour aller un petit peu en Vierge, et puis rétrograder et revenir dans le signe du Cancer début mai. Donc refaire opposition à Pluton. Cette opposition Pluton-Lune Noire, en termes de jaillissement des profondeurs, hein, de décompensation de nos archaïsmes premiers, hein, en termes de boîte de Pandore, il n'y a pas mieux comme aspect. Hein. N'oublions pas que dans cette boîte de Pandore, il y a l'hystérie, il y a les furies. Attention à ce que Ariane Billerand appelle la contagion délirante, qui peut être bien représentée aussi par ce Neptune en Poisson. Donc restons concentrés sur ce sentiment de phronésis et de bien introspecter notre histoire, nos histoires passées. En tout cas, c'est le risque, c'est l'écueil si nous nous laissons embarquer par un émotionnel débordant qui n'a plus aucun lien avec la raison mercurienne. Donc nous sommes des êtres d'émotion, mais l'émotionnel dissocié de la raison peut nous entraîner dans des réactions et des actions qui échappent complètement à l'objectivité, à la réalité des faits. La question est, dans quel sens de l'histoire allons-nous décider de nous engager ? Évidemment, vous vous doutez qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, il y a des réponses en fonction des sensibilités de chacune et chacun, et ces mêmes réponses ont des chapitres qui eux-mêmes ont des sous-chapitres. Le monde et les sociétés sont multipolaires aujourd'hui, multimodales, et évidemment, il y a des sensibilités différentes. Dans
nos inconscients collectifs, dans nos histoires. Et ça influe énormément sur nos choix de société, nos choix de civilisation. Alors, bien sûr, peut-être que la phronésis permet justement de nuancer plus les postures et de moins cliver, en fait, d'apporter beaucoup plus de modération dans les propos et dans les postures, et dans les choix de civilisation, les choix de société, dans lesquels nous sommes invités à nous projeter avec cet Uranus dans le Taureau. Alors je vous souhaite de bien focuser, de bien intégrer toutes les choses qui se passent en ce moment, chaque petit élément a son importance, et d'en tirer la meilleure phronésis possible pour chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.